Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 121 de la saison 5. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère, no big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçue dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles assez rapprochées et j'ai accouché 2 fois à la maison. Et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go! Et si on changeait de regard sur la naissance ? Si au lieu d'anticiper la douleur, la difficulté, les complications, qui existent évidemment, on mettait nos lunettes de la confiance pour débuter cette aventure incroyable du bon pied. Au fil de 3 BD vraiment drôles et passionnantes, Lucille Gomez, dessinatrice et autrice de la série La naissance en BD, vous donne un aperçu un peu différent de la capacité de votre corps à donner naissance. Avec son chat, son petit animal sarcastique, qui remet tout en question comme le fait la société, Lucille, avec des infos scientifiques sourcées et étayées, vous donne le coup de boost dont vous aviez besoin avant d'entamer le grand parcours de la naissance. Lucille est douce et drôle, elle vous embarque dans ce monde plein de beauté de la mise au monde d'un enfant. Un petit shoot d'ocytocine gratos, ça fait jamais de mal. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Lucille. Salut Clémentine. Bon, je suis très contente de te recevoir. Je pense que ça doit faire 3 ans à peu près que je te demande qu'on se voit. Oui, je crois que ça me fait ça. On devait se voir, j'étais enceinte de ma deuxième, tu vois, et ma deuxième va avoir 3 ans cet été, donc c'est ça. La vie a fait preuve d'imagination, autant de son côté que du mien, je crois, pour nous entraver. Exactement, j'ai eu un petit Covid, entre-temps, on est d'accord. Ma première question, c'est comment est-ce que t'en es venue, toi, à vouloir parler d'accouchement dans une BD ? Alors, j'ai voulu parler d'accouchement, chose que je ne pensais jamais faire, en vrai, parce que j'ai eu un bébé. Les rencontres ont fait que j'ai eu un super accompagnement avec une sage-femme qui fait ce qu'on appelle un accompagnement global. Elle m'a transmis des infos, j'ai vécu un accouchement qui est très loin de ce que j'avais imaginé, de ce qui est véhiculé dans la culture populaire en règle générale. Mais bon, voilà, je le vivais comme quelque chose de normal, puisque j'avais eu ce parcours-là de manière très naturelle, sans même avoir à y réfléchir plus que ça. Et puis après, je me suis rendu compte que les copines autour de moi, mes amies en fait, avaient pas du tout eu la même expérience, et elles avaient, si ce n'est un mauvais souvenir pour certaines, pour d'autres c'était carrément traumatique. Elles m'ont parlé avec des larmes, enfin voilà, et je comprenais la hauteur du peu d'infos que j'avais eues quand même, puisque j'avais quand même eu qu'un seul bébé et un accompagnement avec une sage-femme, que beaucoup de leurs souffrances auraient pu être évitées si elles avaient eu certaines infos. Donc ça m'a mise en colère en fait. Très triste d'abord, et puis ensuite en colère. Donc réellement, t'as démarré cette BD avec l'envie d'aider tes amis au final, t'as été touchée par leur histoire et que ça n'arrive plus. Oui, vraiment l'idée pour moi c'était de faire ce livre exactement avec pas une position de surplomb comme peut avoir un médecin ou même une sage-femme dont on se dit elle est sachante et moi pas. C'est vraiment comme je parlerais à ma sœur ou à une copine. Et en fait, très vite après la naissance de mon bébé, il y a eu aussi quelque chose qui m'a vraiment mise en colère. C'est là que je crois que j'ai basculé entre la tristesse et la colère, c'est que la maternité dans laquelle j'avais accouché, dans laquelle le personnel était très formé à la physiologie et avait un regard un peu différent des grosses maternités qui peuvent pas faire autrement que faire des usines à bébés, si je dois caricaturer en gros.
était menacée de fermeture par l'ARS. Et donc là, j'avais un bébé de 6 mois, tu vois, j'étais encore pleinement dedans, donc j'avais une urgence à ce que le sujet soit connu, et donc j'ai commencé à faire des notes de blog pour pousser les gens à signer une pétition pour que la maternité reste ouverte, etc. Enfin voilà, j'avais une urgence tout d'un coup à parler de ce sujet que j'aurais jamais abordé encore 6 mois auparavant, tu vois. Mais en même temps, malheureusement, on est en 2023, t'as accouché il y a un petit moment, et c'est malheureusement un sujet encore d'actualité, parce qu'on continue de pressuriser pour fermer les petites maternités et obliger les femmes donc à aller dans les grosses usines à bébés, comme on appelle ça, de manière grossière, parce que c'est aussi évidemment nécessaire, mais à forcer des femmes à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller accoucher. Est-ce que toi, tu as la sensation que tu as dû te déconstruire de la culture populaire, justement, ou t'es arrivée avec aucune attente et c'est ta sage-femme qui a formaté, pour le coup, ton cerveau sur la physiologie? En fait, y a un peu des deux, c'est-à-dire que j'ai dû me déconstruire, ça c'est clair, mais j'étais pas très construite, c'est-à-dire que j'avais pas trop fantasmé ma maternité avant de tomber enceinte. Je sais qu'il y a des femmes qui très tôt se posent des questions là-dessus. Moi-même, je m'étais pas vraiment demandé est-ce que je veux devenir maman ou pas. C'était pas vraiment un sujet dans ma vie jusqu'à ce que je sois en couple avec ce mec qui voulait des enfants et que voilà, j'étais partante. Mais si tu veux, j'avais pas de phobie, j'avais pas une transmission familiale qui faisait que ma mère avait beaucoup souffert lors des accouchements. Enfin voilà, on est toutes très différentes, on vient toutes d'endroits différents en ce qui concerne la naissance. Donc à la fois, il fallait que je déconstruise des choses, ça c'est sûr, mais pas tant que ça. Enfin, j'étais assez vierge quand même de de phobie, quoi. En tout cas, j'avais pas d'idées trop préconçues. Tu as donc dessiné, confectionné ces 3 BD. À travers ces 3 tomes, qui sont vraiment, je vous les recommande 100 fois, tu voulais faire quoi comme message principal ? Pour moi, c'était la confiance, en fait. Vraiment, si on devait retenir qu'un seul mot de ces 3 fois 300 pages, ce serait vraiment la confiance. Avoir confiance en soi, en son corps, parce que, en fait, pour une raison très simple, c'est que lors d'un accouchement, le simple fait d'avoir peur déclenche des hormones qui entravent le bon fonctionnement de la physiologie et qui donc vont ralentir l'accouchement, vont le rendre plus pénible, plus douloureux, plus... Voilà, j'avais vraiment ce message-là, c'est de passer la confiance et pour ça, d'expliquer les choses par le prisme de comment ça fonctionne, comment notre corps fonctionne, etc. Je trouvais que c'était hyper rassurant en fait. Donc voilà, c'était ça l'idée. Dans ta BD, donc, tu as cette jeune femme qui a un beau bidou. Et tu as le petit chat, ce chat qui est un peu notre détracteur, ou en tout cas celui qui porte lui les lunettes de la peur, c'est la métaphore que tu utilises. Comment est-ce que tu expliques que ça s'est infiltré à ce point-là en nous les femmes, alors qu'on a la sensation qu'on maîtrise plein de choses, mais malheureusement, la partie de l'accouchement, on a énormément d'idées préconçues. Alors c'est très pernicieux, hein. C'est vraiment un héritage culturel qui s'est installé depuis très longtemps. Je trouve que c'est assez intéressant de se rendre compte par le biais du féminisme par exemple, que les pays les plus féministes, contrairement à ce que nous on pense en France, en tout cas moi ce que je pensais avant d'écrire ces livres et de me renseigner un peu mieux, les pays les plus féministes sont pas ceux qui utilisent le plus la péridurale par exemple. Et ça m'a vachement interrogée. Je me suis dit, ah mais tiens, c'est étonnant, quoi. Donc je pense que clairement, si je dois parler avec des gros mots, une culture héritée d'un mélange de religion, de capitalisme, de patriarcat, tout ça qui est tissé. Il y a des choses réelles qui se sont mêlées à des choses plus fantasmées, des moments de l'histoire qui ont pris plus d'ampleur. Enfin voilà, c'est vraiment, pour moi, un joyeux mélange. Mais en gros, on est habitué quand même en tant que femme à pas avoir trop confiance en notre corps. Notre corps n'a pas été beaucoup étudié comme organisme physiologique, etc., par rapport au corps des hommes, qui est le corps masculin est considéré comme universel plus que celui de la femme. Les femmes n'étaient pas incluses dans les études de médecine pendant très longtemps, donc il y a une idée un peu extérieure dans toutes les études qui ont été faites sur le corps des femmes, qui, je pense, a dû accentuer ça. On prend le corps de la femme un peu comme une anomalie dans l'histoire de la médecine jusqu'à il y a encore très peu de temps et encore aujourd'hui, hein. Donc on ne s'en rend pas trop compte, ça semble caricatural, mais quand on se penche vraiment sur les faits, c'est assez flagrant. Donc toi et moi, on a accouché de manière très différente de la plupart des femmes en France. Si vous débarquez dans ce podcast et vous ne connaissez pas du tout moi, mon histoire, j'ai eu 3 accouchements, dont un
sous péridurale dans une clinique semi-privée, donc vraiment où on utilise beaucoup d'instruments et on déclenche beaucoup d'interventions et qui entraînent une cascade de problématiques. Et ensuite, j'ai accouché 2 fois à la maison, donc clairement sans péridurale, parce que justement, des femmes comme toi et des sages-femmes m'ont ouvert les yeux sur la puissance dont tu parlais de nos corps. Toi, tu t'es sentie puissante dans ton accouchement ? Oui, je me suis sentie puissante, mais ce qui est étrange, si tu veux, c'est que j'ai même pas l'impression que c'est vraiment moi. C'est vraiment... Il y a une dissociation, c'est-à-dire que selon les femmes, c'est très différent. Et moi, j'étais vraiment dans une sorte de transe, quoi. Donc, j'ai pas eu l'impression de prendre activement part au processus. Hein. Ça paraît peut-être étrange pour celles qui l'ont pas vécu, mais certaines qui l'ont vécu comprendront, je pense, ce que je veux dire. C'est que vraiment, pour moi, le truc, ça a été de me laisser aller, quoi. Donc, oui, je me sens puissante, mais enfin, presque malgré moi, quoi. Tu vois. C'était une autre part de toi. Oui, voilà, cachée. c'est pour ça que vraiment, pour moi, c'est super important dans mes livres de véhiculer aussi l'idée qu'on n'est pas coupable quand on a une péridurale, il n'y a pas d'échec à vivre des choses autres que l'accouchement qu'on dit en puissance, sans péridurale, entre guillemets naturel et tout ça, parce que vraiment, on hérite des tas de choses dont on n'a pas forcément conscience, et il y a un environnement qui va nous aider ou pas à le vivre comme ça, mais voilà, on n'est pas responsable ou coupable de tout lors d'une naissance, pas plus qu'à un autre moment, quoi. Encore moins peut-être. Alors, donc je parlais de cette métaphore, donc tu as le chat et les lunettes de la confiance. Raconte-nous à quoi elles servent et comment elles peuvent aider une future maman qui écouterait là et qui est enceinte. Oui, alors, la première étape, c'est de faire comprendre à la lectrice qu'on porte des lunettes qui sont celles de la pathologie, qu'on envisage la grossesse comme un moment problématique et pas comme l'expression de la puissance de la vie qui est née de façon, un miracle, enfin quelque chose d'extraordinaire. On a tendance dans notre culture à le voir comme un problème, on se focalise beaucoup sur ce qui peut éventuellement mal se passer. Et donc ça, c'est la pathologie. Quand le corps dysfonctionne, c'est de l'ordre de la pathologie, c'est l'étude de la maladie, etc. En médicalisant beaucoup et en se focalisant beaucoup sur la pathologie, on a tendance à vouloir mesurer les choses, les contrôler, etc. et intervenir énormément lors des grossesses des femmes et encore plus le jour de l'accouchement. Et ça provoque de la pathologie, en fait, paradoxalement. Le fait d'intervenir beaucoup provoque, voilà. Donc la première étape, c'est d'avoir conscience qu'on porte les lunettes de la pathologie qui se transforment, qui deviennent avec des verres grossissants à force. Parce que les médecins portent les lunettes de la pathologie, c'est normal. Mais que tout le monde dans une société se mette à avoir cette vue sur l'accouchement, sage-femme y compris, du fait qu'elles sont formées par les médecins et qu'elles n'ont plus trop leur savoir propre, ça pose problème, ça fait des verres grossissants qui se transforment en lunettes de la peur, en fait, de la grosse flippe. On est tous très flippés autour de ça. Et donc ensuite, une fois qu'on a pris conscience de ça, l'important pour moi, c'est de dire « Ok, il y a la pathologie d'un côté, laissons-la à sa place, elle est dans les mains des spécialistes de la pathologie. » Qu'est-ce qui se passe du côté donc, de la physiologie, c'est-à-dire comment fonctionne le corps quand il fonctionne bien, et quand on a accès à ces connaissances-là, qui ne sont pas très compliquées en plus à comprendre, on peut à ce moment-là transformer nos lunettes en lunettes de la confiance, et vraiment changer de regard, et connaître ce qui se passe bien, et comment faire pour l'accompagner, pour que ça se passe bien, pour vraiment mettre toutes les conditions en œuvre pour que ça se passe le mieux possible en fait. C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis que c'est pas très compliqué, parce que je suis d'accord, je suis littéraire, je suis pas du tout scientifique, je suis nulle pour ces trucs, et pourtant quand j'ai lu tous les ouvrages qui sont scientifiques, avec des études prouvées, randomisées, tout me paraissait limpide et simple en fait, parce que ça concerne mon corps et parce que c'est logique. Donc vas-y, qu'est-ce qu'on doit pour la confiance, qu'est-ce qui est le plus qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important le jour où on accouche? Donc déjà d'avoir confiance en soi. En fait, ce qui est important, c'est de favoriser la sécrétion d'ocytocine qui rend les contractions efficaces et qui donc permet au col de s'ouvrir et au bébé de sortir plus efficacement. Cette ocytocine, elle s'accompagne toujours d'une autre hormone qui s'appelle l'endorphine. L'endorphine, c'est comme de la morphine endogène, en fait, si on prend le mot. Donc ça aide à calmer l'intensité des contractions. Et donc c'est super de les avoir en couple, ces deux hormones, parce que d'un côté ça rend le travail efficace et de l'autre ça le rend moins douloureux et supportable en fait. Donc pour encourager cette ocytocine, il faut ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, être dans un climat d'intimité, donc ça correspond de manière très concrète à un petit espace plutôt obscur, être en sécurité affective et qu'il y ait du mouvement. En fait, ce sont vraiment les éléments très simples qui sont indispensables à la sécrétion d'ocytocine.
tous les établissements vont nous interdire de boire, de manger, où on va avoir un peu froid, etc. Où des inconnus vont rentrer dans la pièce, nous faire des touchés vaginaux avec un changement d'équipe on n'a pas été prévenu, etc. Tout ça, ce sont clairement des entraves à la sécrétion d'ocytocine, donc d'endorphine, donc au bon déroulé du travail, et donc le fait que ça l'adoucisse grâce aux endorphines, quoi. C'est vrai que quand tu dis ça, tu dis ah oui, à l'hôpital, effectivement, il n'y a pas, non, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de manger, il y a de la lumière qui fait que c'est pas une pièce sombre. Alors il y a plein d'établissements qui commencent à s'assouplir sur ça et qui tentent de recréer un petit cocon. Mais t'empêchera pas le fait qu'il y a des changements d'équipe et qu'on n'est pas dans un suivi global comme toi tu as eu. Donc toi, tu as été en plateau technique ? Moi, j'étais en plateau technique pour mon premier bébé, donc avec une sage-femme que je connaissais, qui s'est déplacée le jour de la naissance, au moment de la naissance, ce qui aide énormément, en fait, parce que quand le jour où elle vous voit arriver, elle sait quelles sont vos peurs, quelle est la situation familiale, enfin... en fait, ça paraît bête, mais ça aide énormément. Et même au-delà de ça, c'est toi, tu sais qui c'est. Moi, je sais qui c'est. Donc, en fait, si tu veux, pour moi, il y a un truc qui est incroyable sur ma première naissance, la naissance de mon premier enfant, c'est que quand je suis arrivée à la maternité, j'étais un peu paniquée, j'ai commencé à avoir très mal, en fait. Donc je disais au secours, et ma sage-femme n'était pas là. Donc je disais au secours. Et donc je me suis mise dans une position qui m'aidait. Ça aussi, la position est très importante. Et j'avais mal, clairement, quoi. C'était pas cool comme moment. Et à un moment, j'ai entendu sa voix. Elle a une voix très particulière dans le couloir. Et instantanément, je n'ai plus mal. Ça paraît caricatural, mais c'est vraiment... C'est vrai, quoi. Je l'ai vécu, donc je peux le dire. C'est pour dire à quel point le fait de se sentir en confiance, ça aide énormément. En sécurité. En sécurité, on a c'est ça. Une notion de la sécurité qui est très Exactement. différente. C'est simplement d'avoir le choix de la trouver. Et c'est vrai que malheureusement, on n'a pas beaucoup de choix. Oui, c'est ça le problème, c'est de ne pas avoir le choix, parce qu'en effet, certaines femmes vont se sentir beaucoup plus en sécurité dans un milieu hyper médicalisé que chez elles à la maison. Enfin, voilà, donc ça, c'est pas... Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Non, pour chacune, c'est trouver sa sécurité. Mm. Mais c'est important de savoir d'avoir cette notion-là en tête. Qu'est-ce que c'est pour moi, la sécurité ? Parce qu'on ne nous pose pas cette question-là, en fait. Ouais. On nous dit, là, c'est la meilleure maternité niveau 3. Il y a tous les techniques médicales. Ok, mais est-ce que ça me rassure ou est-ce que j'ai besoin de ça ? Je sais pas. Ou est-ce qu'au contraire, ça me rappelle la possibilité que ça dérape et que tout. Ou ça me rappelle un événement traumatique que j'ai vécu avant, peu importe. Et donc, ton autre accouchement ? Et mon autre accouchement, en fait, ma sage-femme avait arrêté d'exercer. Enfin, la sage-femme, ma sage-femme, tu sais. Moi aussi, c'est ma sage-femme. Je suis d'accord. Elle avait arrêté d'exercer, donc j'ai cherché, clairement, en plus, entre-temps, je m'étais beaucoup renseignée sur l'accouchement. J'avais très envie d'accoucher à domicile, j'avais très envie de ça. Mais il y avait personne qui accompagnait les naissances à domicile autour de chez moi. Donc j'ai pris l'option d'un accompagnement global aussi pour une maternité à plus d'1 heure de route de chez moi, sur une petite route de montagne et tout ça. Et depuis le début, j'appréhendais énormément le trajet. C'était quelque chose qui me posait vraiment problème. Ma sage-femme m'a fini par me dire bon, écoute, c'est pas grave. Moi, j'habite pas très loin, donc quand tu sens que le travail se déclenche, je viens chez toi. Et comme ça, si tu accouches sur la route, tu accoucheras sur la route, mais avec une sage-femme dans la voiture. Donc ça change un peu la donne. Et ce qui s'est passé, c'est que quand elle est venue chez moi, c'était trop tard. J'étais déjà en train d'accoucher. Donc voilà. Tu sais que donc ma sage-femme qui a fait plus de 2500 accouchements à domicile, elle m'a dit, dans une interview que j'ai faite, pour écouter, je crois que c'est l'épisode numéro 17, c'est un des premiers épisodes, elle dit mais moi je voulais pas faire des accouchements à domicile au départ, c'est juste que j'accompagnais en plateau technique, puis au bout d'un moment les femmes en fait elles voulaient plus bouger de chez elles. Et donc, inopinément, elles accouchaient à la maison. Et donc, j'ai découvert l'accouchement à la maison comme ça. Et après, j'ai arrêté le plateau technique, puisque de toute façon, c'était trop tard à chaque fois. Pour aller au plateau technique, elles étaient déjà en train d'accoucher chez elles. Ouais. Surtout pour un deuxième. Oui, surtout pour un deuxième. Et puis, mon premier, ça avait été très rapide aussi. En fait, ça n'avait pas été si rapide, mais comme j'avais vraiment comme idée que j'allais souffrir énormément, je me disais non. J'avais beaucoup de récits autour de moi de femmes qui étaient allées à la maternité, qui s'étaient déplacées, et à qui on avait dit non, le travail n'est pas encore avancé, rentrez chez vous. Donc j'en avais plusieurs comme ça autour de moi. Donc moi je me disais non, j'ai vraiment pas envie. En plus c'était à 1 heure de route de chez moi. J'ai vraiment pas envie de faire 1 heure de route et puis de me dire ah non, c'est pas le bon moment, etc. Donc j'avais des contractions, mais je savais comment respirer pour les accueillir. J'étais bien, j'étais en confiance, voilà. Du coup au moment où je me suis déplacée effectivement, c'était hyper short quoi pour mon premier enfant. J'avais pas été très loin d'accoucher dans la voiture en vérité. Donc, ah déjà. Ouais. Donc pour le deuxième, c'était vraiment le truc qui m'obsédait quoi, vraiment.
Comment est-ce que tu pourrais maintenant synthétiser le cycle de l'accouchement ? Karine, la sage-femme, qui est une sage-femme québécoise, appelle ça le vortex de la naissance. Ouais. Et je sais que dans tes livres, tu les cites, tu reprends beaucoup des connaissances, tu synthétises. Donc vas-y, raconte-nous ce que c'est le vortex. Alors attends, je vais reprendre mon livre. Ouais, je vais prendre mes anti-sèches. Avec aussi, j'en profite puisque je prends mes anti-sèches pour dire à celles qui écoutent que c'est bien d'avoir des connaissances, mais c'est bien aussi au bout d'un moment de s'en détacher un peu, je trouve. Parce que vraiment, il n'y a pas à réfléchir normalement quand on accouche. Et même réfléchir trop, parfois ça nous met dans le mental. Oui, mais ça nous donne la confiance nécessaire pour se dire sur le moment, oui. Je sais, donc je peux y arriver. Oui, bien sûr. C'est ça. Non, après, bien sûr, j'aurais pas fait 3 BD sur le sujet si je pensais pas qu'il y avait plein d'infos à donner, mais je suis toujours hyper touchée quand je reçois des messages de mamans qui me disent « Ah, quand j'ai accouché, j'ai pensé à telle page, j'ai vu tel dessin », et qui reprennent les mots que j'ai parfois inventés dans le livre pour donner des noms à des phases. Je trouve ça hyper cool, mais... Ben, moi, concrètement, ce que tu es en train de regarder, c'était affiché dans mon salon pendant la naissance de ma 3e. Ah, tu vois, le cycle. Tu vois, ça me fait hyper plaisir. Bon, j'ai pas eu le temps, mais il était là. Vous êtes ici, tu sais. C'est ça. Alors, les étapes, parce que j'invite les lectrices à voir l'accouchement comme un voyage, duquel on reviendra un peu différente. Et donc, il y a la préparation, la bulle, la traversée, le sommet, la pause, la marée, l'arrivée, le retour, la rencontre, le bagage et le tissage. En gros, ça explique comment on entre progressivement et que ce ne sont pas des phases très chronométrées comme parfois les protocoles des maternités ont la nécessité de le faire, c'est-à-dire de mesurer l'ouverture du col, etc. Moi, j'invite à voir les choses un peu différemment. C'est beaucoup plus singulier, c'est différent pour chaque femme, etc. Et c'est pas parce qu'une étape aura pris des heures que l'étape d'après pourra pas prendre juste 2 minutes. Voilà, donc... Ce parcours, c'est surtout rentrer dans une sorte d'état de conscience modifié un peu, qui permet de sécréter l'ocytocine et l'endorphine. Et l'endorphine, clairement, ça nous shoot. Hein. On est dans un état second quand on est en train d'accoucher. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nous demander notre consentement pour faire des gestes ou qu'on n'est pas capable de dire oui ou non. Enfin voilà, bien sûr que si, mais ça n'empêche, on est quand même un peu ailleurs, quoi. Donc voilà. Et après, donc il y a le moment où le bébé se présente, c'est le moment où il arrive. Et après, souvent, on oublie de parler de ça aussi, la délivrance du placenta, qui est quand même une étape importante dont on peut parler souvent, et la naissance n'est pas terminée tant que le placenta n'est pas né aussi. Voilà. C'est vrai, c'est souvent surprenant la première fois où je dis « Ah bon, il y a encore un truc là ?» Non, c'est bon, là, j'ai tout donné. Oui, c'est ça, encore. Puis après, les tranchées, oh non. Les tranchées, c'est un autre, ça une autre étape. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé la délivrance du placenta très brutale à l'hôpital et très douce à la maison, encore une fois. Mais tout est une question de point de vue, de savoir. Je ne savais pas à l'hôpital, je savais à la maison, parce que quand on a une sage-femme qui est dans un accompagnement global, elle est quand même beaucoup plus précise sur ce qui va se passer et sur comment elle gère aussi ce moment de la naissance. Mais c'est vrai que c'est très intéressant ce tourbillon, ce vortex, peu importe, ce voyage, ce chemin, parce qu'il y a quand même des points de repère, même si les professionnels de la naissance te disent que oui, c'est ceux qui sont sur la physiologie. C'est vrai qu'il ne faut pas réfléchir, mais il y a des repères. Oui, il y a des repères. Elles ont des repères. Elles ont des repères encore plus que voilà, elles ont des repères. Mais des repères qui sont pas comme on pourrait penser, c'est les cris, le bruit, le souffle. Oui. Et ça, j'aime bien dans ce 3e livre, qui est sorti tout récemment, tu as une partie sur la femme puissante. Pourquoi tu penses que ça dérange autant? Parce que tu le parles, on peut rugir, on peut faire des bruits qu'on considère comme animaux, mais que j'aime bien ce parallèle que tu fais avec le sport de haut niveau. Ah oui, mais ça m'étonne pas que ça te parle. Et c'est-à-dire qu'on a quand même un peu de mal avec la puissance des femmes, je crois, en règle générale. On aime bien les avoir petites, menues, dans des escarpins qui les empêchent de marcher. Enfin, je caricature un peu, mais c'est vrai, il faut pas prendre trop d'espace. On est beaucoup élevés comme ça. On se rend compte, il y a même des études super étonnantes qui montrent que, par exemple, sur des choses aussi anecdotiques que les emails de travail, les femmes ont tendance à demander pardon, à dire excusez-moi, beaucoup plus que les hommes, à dire je suis désolée, etc. Voilà, on a peur de
déranger, on a peur d'être carriériste. Il faut vraiment être jolie, fragile, pour mettre en valeur le côté viril, voilà, qui est une autre injonction hein, pour les mecs. C'est pas forcément bien non plus d'être obligé d'être le mec fort et tout ça. Hein. Mais voilà, ça se polarise un peu comme ça. Et donc c'est vrai que quand même, il y a eu une mainmise du monde patriarcal sur le corps des femmes à plein de niveaux. Et au moment de l'accouchement, qui est quand même le moment où on donne la vie, je veux dire, s'ils n'ont rien à voir là-dedans, d'un point de vue symbolique, si l'homme n'a rien à voir vraiment au moment de l'accouchement, je veux dire, il perd un pouvoir quand même. C'est pas anecdotique du tout. Donc oui, et puis ça peut faire peur, à partir du moment où, bien sûr, on peut le voir comme quelque chose de très beau, la puissance de donner la vie. Mais bon, bien sûr que ça fait peur aussi. Donner la vie, c'est donner la mort potentielle à quelqu'un. Enfin, tu vois, aussi symboliquement, si on peut aller chercher des choses assez loin. Donc en effet, le cri des femmes lors de l'accouchement est salutaire, les aide clairement à sortir leur bébé. Il n'a rien de lié au fait de souffrir. Au contraire, le simple fait de vocaliser et même d'avoir un bruit guttural comme ça va aider à protéger nos organes. Ce que j'explique dans le livre que tu as lu, c'est qu'un travailleur de force qui va faire comme ça avec son maillet, ou un tennisman qui va faire comme ça, enfin voilà, quand on fait de la boxe, on souffle comme ça, c'est un cri de puissance. Or, dans les salles d'accouchement, si une femme émet des sons, ça fait peur. On le prend pour un cri de souffrance, on le prend, voilà. On a besoin comme ça qu'elle se taise parce que c'est dérangeant, en fait. Et même pour celles qui le font, parfois c'est dérangeant, parfois elles n'osent pas vocaliser comme ça. C'est dommage parce que le simple fait de vocaliser, ça remonte le diaphragme, ça remonte nos organes et ça protège nos périnées, quoi. Et oui, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a une raison médicale. Oui. C'est-à-dire que c'est lié... Notre diaphragme est lié à notre périnée, donc l'ouverture du périnée, donc aussi de produire un son aide à l'avancement de la descente du bébé. Oui, c'est ça aide énormément. Ça aide énormément. C'est-à-dire qu'un bébé, il ne faudrait pas tellement le pousser que le démouler, ce que j'explique dans le livre, parce que c'est deux mouvements inverses. Le bébé, par les contractions, va être poussé vers l'extérieur, en effet, mais les organes et le reste c'est un mouvement ascensionnel comme ça, avec le cri qui remonte le reste, voilà, et ça aide à expulser le bébé. C'est mieux avec des dessins. Allez voir les dessins. Mais déjà par la parole, on comprend aussi, on comprend quand même beaucoup de choses. Toi, t'as préféré quoi comme phase dans ton accouchement ? Moi, ce que j'ai préféré comme phase, c'est une question qu'on m'a jamais posée, parce qu'alors vraiment les gens associent pas plaisir au moment agréable à l'accouchement, alors que c'est pertinent de le faire. Non, mais en vrai, au moment de l'expulsion du bébé, il y a beaucoup de femmes qui ressentent ce qu'on appelle le cercle de feu. C'est au moment où la tête du bébé passe et où on est la plus ouverte, voilà, où le périnée s'étire. Moi, ça, je l'ai pas du tout senti. Pas parce que mon périnée n'était pas étiré ou que mon bébé avait une tête toute petite, c'est pas du tout ça, c'est que vraiment j'étais ailleurs, quoi. J'avais beaucoup d'endorphines et j'ai pas senti ça, donc c'est vraiment, ça dépend de chacun. Non, je crois que ce que j'ai préféré, c'est quand le bébé est là et que... mais même la délivrance du placenta, moi j'ai aimé la délivrance du placenta. Parce que j'avais mon bébé dans les bras et que... Et c'est un soulagement en fait. Moi j'en ai eu avec péridurale et sans péridurale. Avec la péridurale, j'ai pas senti grand-chose. Mais sans péridurale, c'est quand même quasiment 2 kilos qui sortent de ton corps encore de manière très tranquille. Oui, c'est ça. Oui. Et tu fais, je me sens beaucoup plus légère. Oui, c'est ça, oui. C'est comme ça que je l'ai vécu. À chaque fois, moi, ça m'a fait cette sensation-là. Et puis c'était tellement joyeux. Enfin, oui, voilà, tu vois. Ce moment-là, t'es en plein shoot d'ocytocine aussi. C'est ça. Quand tu n'as pas eu la péridurale. Oui. J'ai pas parlé de ça, mais tout à l'heure, je parlais des conditions indispensables pour que l'ocytocine vienne. Ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, ne pas avoir froid, du mouvement, de la sécurité affective et de l'intimité. Et en fait, l'ocytocine, c'est aussi l'hormone de l'amour. C'est l'hormone de l'orgasme, en fait. De l'éjaculation, ou de l'éjection du lait, ou de l'orgasme féminin. Et donc... c'est pas pour dire que j'ai eu un accouchement orgasmique, mais il y a des femmes qui ont des accouchements orgasmiques. Mais quand même, après avoir accouché, une espèce d'état de bien-être comme ça, hyper flottant, où tout est merveilleux et c'est incroyable. Et notre bébé le plus beau du monde, et son papa était là. Enfin, on faisait famille, tout. L'univers s'alignait, quoi. Tu vois, il y a un côté vraiment complètement shooté, quoi. Moi, je sais que sur ma deuxième, j'ai pas eu un accouchement orgasmique, mais je riais. Enfin, j'étais vraiment dans une espèce de béatitude
incroyable. Mais moi, cet état shooté, il a duré 8 semaines derrière. Ouais. Pour ma 3e, non, mais parce que je pense que j'avais enchaîné des bébés et que j'étais fatiguée, tout ça. Mais ma 2e, mais vraiment, je voyais le monde, c'était les bisounours autour de moi. Tout était incroyable. Ouais. C'est beau de se dire ça parce que moi, je crois vraiment, et un jour, je le ferai parce qu'on me le demande beaucoup et que je me disais au début que je le ferais pas, mais finalement, plus ça va, je me dis que je vais le faire. Ça aide énormément après sur le postpartum quand même, d'avoir vécu un accouchement... Non traumatique déjà, où on a compris, où on s'est senti puissante, où on a ces shoots d'hormones incroyables, ça aide énormément. Mais le rôle des hormones, il est, je trouve, très méconnu dans la préparation classique de l'accouchement en milieu hospitalier, malheureusement. Alors que ça a un réel impact sur même notre attachement au bébé et sur notre récupération derrière. Oui. Et il faut lire le livre pour le comprendre, mais... En fait, oui, c'est très déroutant. Pour moi, j'arrive pas à intellectualiser pourquoi c'est si méconnu la physiologie de l'accouchement aujourd'hui. Parce qu'en vérité, les infos sont accessibles. Elles ont juste pas été assez transmises pendant les formations auprès des gynécologues et des sages-femmes. Parce que vraiment, je veux dire, on n'invente rien, quoi. J'ai rien inventé dans mon livre. J'ai vérifié plein de fois et j'ai été parfois en état d'hallucination de me rendre compte à quel point... J'ai des messages de gynécologues obstétriciens qui me disent qu'ils apprennent des choses dans mes livres, quand même, tu vois. Et donc ça me sidère. Donc c'est super. Je trouve ça... Voilà, je me sens flattée, tu vois, mais je trouve ça sidérant, quoi. Ouais, c'est un peu flippant aussi. Je suis désolée. Mais j'avais interviewé une super gynéco qui disait que oui, elle, si elle s'était intéressée à la physio, c'est parce qu'elle-même avait accouché sans péridurale, mais que dans ses études de gynéco, ils n'avaient jamais vraiment abordé ça. Mais parce que voilà, ce sont les spécialistes de la pathologie aussi. Faut le bien dire. sûr, ils ne peuvent pas tout faire et être heureusement partout à la fois. Là, bien sûr. Vraiment, c'est pas leur cœur de métier que de connaître la physiologie. Mais ça devrait être la base, en fait, quand même. De comment ça fonctionne. En tout cas, ça devrait être le cœur de métier de quelqu'un. Des sages-femmes. Des sages-femmes et qu'on leur fasse plus confiance. Et puis, tu sais ce que tu disais tout à l'heure aussi, les sages-femmes, elles ont des repères et c'est important parce qu'elles sont très précises quand elles te transmettent les infos, mais quand elles sont en accompagnement global, tout à toi, lors de ton accouchement, elles ont énormément d'infos qu'elles ne pourraient pas avoir si elles étaient seules à gérer des accouchements en même temps, dans différentes salles, comme c'est le cas dans certaines grosses maternités, parce que le slogan « Une femme, une sage-femme », quand on connaît un peu la physiologie et même la pathologie, la maternité, la naissance, c'est pas du tout un slogan... Je veux dire, c'est vraiment nécessaire. Moi, je trouve que c'est vraiment nécessaire, quoi. Une femme, une sage-femme, voilà. C'est vrai que j'avais jamais réalisé ça, mais choisir d'accoucher à la maison, c'est un luxe dans le sens où on a quelqu'un professionnel du monde médical qui est dédié à nous pendant plus de 9 mois, pendant plus parce qu'elles font le postpartum, donc quasiment 10 mois et demi. Ça n'existe pas malheureusement ce suivi-là en structure et c'est ça qui devrait être proposé aux femmes à l'intérieur d'une structure pour pouvoir avoir les meilleures conditions. Dans ta BD, tu parles beaucoup des cartes des super pouvoirs, que j'aime beaucoup. Si tu devais en choisir une de tes cartes, ce serait laquelle pour toi ? C'est la confiance, encore une fois. Ouais, c'est vraiment pour moi ça. La confiance. Parce qu'à partir du moment où on a la confiance, tout le reste en découle, je trouve. Non, mais donc, c'est intéressant parce que cette carte de la confiance, pour l'avoir, clairement, faut lire tes livres. Juste, ça remplace pas une prépa à l'accouchement, c'est pas ça qu'on dit, mais c'est vrai que c'est hyper exhaustif. Et ta première BD, je l'avais offerte à ma sage-femme, donc qui accompagne à la maison, et elle m'avait dit elle me dit alors par contre moi maintenant c'est obligatoire quand je fais des accouchements à la maison, ils sont obligés de lire ce livre, ils sont obligés de lire la BD. C'est tellement bien expliqué et facile de comprendre grâce à ta BD que ça touche même les sages-femmes. Est-ce que tu as eu beaucoup de réticences quand tu as sorti, pas toi, mais c'est toujours délicat de parler de physiologie à l'accouchement. J'ai eu, moi, beaucoup de réticences. Mon premier enfant, il est né en 2014, donc les notes de blog dont je te parlais, je les ai faites en 2014. J'ai très vite été contactée, parce que même les notes de blog qui étaient assez sommaires, qui parlaient de la position d'accouchement avant tout,
le fait que la position gynécologique classique pour accoucher, c'est surtout pratique pour le gynécologue, mais pas forcément ni pour le bébé ni pour la maman, etc. Ça avait beaucoup tourné dans les milieux justement de sages-femmes, etc. Très vite, des éditeurs m'ont proposé de faire des livres et j'ai mis très longtemps. J'avais un syndrome de l'imposteur et aussi une peur de qui c'est celle-là. Enfin, je veux dire, elle a couché une fois, elle va parler de ce sujet qui véhicule tellement de croyances, de peurs, enfin, qui est à la fois universel et en même temps singulier. À chaque fois, c'est une naissance différente, tu vois. Donc, il a fallu que moi-même, j'ai un dialogue sur pourquoi, comment je vais m'y prendre. Je veux pas être jugeante ni culpabilisante. Enfin, j'ai aucune légitimité, d'ailleurs, à parler de ce sujet, à part celle que je vais m'octroyer en me formant, quoi, tu vois. Il a fallu que je choisisse le bon éditeur, parce que y avait des éditeurs, quand ils me parlaient, je sentais déjà comment ils allaient angler ensuite le communiqué de presse, etc. Tu sais, pour ou contre la péri, tu vois, pour la médecine ou pour la nature. Enfin, tu vois, des polarisations qui ont vraiment pas lieu d'être, qui sont complètement cons, à mon avis. Ensuite, à mon grand étonnement, j'ai pas eu de réticence. J'ai encore une fois beaucoup de sages-femmes qui sont mes premières représentantes dans mon lectorat, aussi beaucoup d'ostéos, tu vois, de kinés qui sont spécialisés dans le périnée, qui adorent qu'on parle de ça, qu'on vulgarise les infos, mais aussi des gynécos, une anesthésiste qui m'a écrit très vite après la sortie du tome 1, c'était le confinement, et qui m'a dit « je suis enceinte, je pose des péris tout le temps, et là en fait je vais accoucher chez moi ». Tu vois. Ah oui. Donc j'ai pas senti ni d'agressivité, alors je l'interprétais soit en me disant ceux qui n'aiment pas, ils vont pas venir faire l'effort de me le dire peut-être. Mais non. Parce que ça déclenche des débats assez vifs quand même. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais. Enfin, tu l'avais vu, tu avais fait une vidéo, je crois que c'était sur Brut, où oui, derrière il y a les commentaires. Ouais, j'ai arrêté de les lire. En fait, je fais peut-être un déni. Faut pas les lire, oui. Faut pas les lire, on est d'accord. Je suis en train de te parler. J'ai peut-être oublié un peu. J'ai peut-être adouci. Parce que si tu veux, la masse de gens en face, pour qui c'était le bon moment d'en parler, qui ont vécu des accouchements traumatiques et qui ont compris ce qui leur était arrivé grâce aux informations, elles me disent en lisant ta BD, je comprends mon accouchement, quoi. Enfin, tu vois, des choses comme ça. La masse est telle que finalement, les quelques fâcheux, j'ai envie de me dire, ils font partie du monde d'hier, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Après, il y a une autre chose, c'est certaines femmes qui sont très frappées par... Il y a une double page dans mon tome 1 sur les effets secondaires de la péridurale. Et cette double page, chez certaines femmes, a vraiment un effet repoussoir, tu vois, de « Oh, ce livre est anti-péridural ». Et alors j'ai beaucoup réfléchi en le relisant, en me disant comment je peux adoucir les choses, les amener différemment et tout, chose que j'avais quand même déjà beaucoup pensé au moment où j'avais écrit ces pages. Et je crois que je comprends en fait, c'est trop difficile pour certaines qui ont une idée très affreuse de ce qu'est l'accouchement, l'idée qu'elles vont souffrir, que leur corps est un fardeau et qu'elles vont devoir souffrir atrocement lors de leur accouchement, de se dire que la péridurale c'est la seule façon, tu vois, de surmonter ça. Le simple fait de venir parler des effets secondaires de la péridurale, c'est non, quoi. Tu vois. Alors qu'en fait, je pense que c'est parce qu'on n'est tellement pas habitué à en parler, de ces effets secondaires, que du coup, le simple fait de dire qu'ils existent, ça a l'air d'être anti-péridurale, alors que franchement, il y a des moments où une péridurale, c'est super. Il y a des moments où c'est nécessaire, et au contraire, je trouve que parfois, on devrait en mettre... tout de suite, enfin tu vois, ça dépend vraiment des cas, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a ça. Il y a au niveau des réticences, celle qui me touche le plus, si tu veux, parmi les réticences, ce sont ces femmes-là qui arrivent pas à entendre le discours au-delà de ouais, la péridurale, c'est pas la panacée en fait. Une péridurale, ça peut provoquer des complications, il vaut mieux savoir. Comme ça, quand on décide de l'avoir, on sait pourquoi et au moins on le vit bien. Enfin, je trouve on sait pourquoi on l'a fait et on se sent pas... Après, on n'a pas de regrets, quoi. Alors, c'est important de noter que pour avoir vécu les deux, où j'ai eu une péridurale et j'ai eu 200, je trouvais que les anesthésistes ne parlent pas du tout des effets secondaires, te parlent pas du tout de la cascade, parce je pense que même ils le savent pas, potentiellement. Mais on sait aujourd'hui, c'est prouvé que ça déclenche plein d'interventions, en fait. En fonction aussi comment elle est posée la péridurale, si on peut être mobile ou pas, il y a plein de facteurs là-dedans. Mais ça accentue en tout cas l'enchaînement d'interventions.
et qui peuvent poser problème à la fin, en fait. Oui, c'est très juste ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les effets secondaires directs de la péridurale. Par exemple, si avec une péridurale, il y a plus de risque d'avoir une pause de sonde urinaire et donc plus de risque d'avoir une infection urinaire et donc d'avoir de la fièvre après la naissance. Enfin, au-delà de ces effets-là, il y a aussi des effets qu'on n'attribue pas forcément à la péridurale. On dit « Ah, mon bébé progressait pas, je dilatais pas assez, je contractais pas assez, etc. » qui sont en fait liés à la péridurale. C'est à partir du moment où on a une péridurale, on est moins mobile, donc le travail peut moins facilement avancer dans les conditions pour avoir l'ocytocine dont je parlais tout à l'heure. Il y a le mouvement, par exemple. Sans mouvement, il n'y a pas d'ocytocine possible. Donc si on est très immobilisé par une péridurale... évidemment que ça va ralentir le travail. Évidemment que si ça nous impose une position allongée sur le dos, ça va rendre le travail plus difficile pour le bébé. Donc ouais, c'est sûr que ça a beaucoup de conséquences. Il faut lire le livre sur cette double page et vous comprendrez. Mais dans ce 3e tome, tu parles donc exclusivement de l'accouchement et tu parles donc de l'accouchement sous péridurale. Ouais. Évidemment. Tu parles de comment on peut trouver des positions physiologiques avec la péridurale. Est-ce que tu peux nous expliquer ? En fait, ce 3e tome, il se concentre sur la fin de l'accouchement. Et donc, il y a la phase de poussée, qu'on appelle communément la phase de poussée. Et cette phase de poussée, elle est très différente si on est sous anesthésie ou pas. Et donc, encore une fois, il y a péridurale et péridurale. Il y a des péridurales qui nous permettent de bouger un peu et d'autres pas. Mais en tout cas, quand il n'y a pas de péridurale, on n'a pas à nous expliquer quand pousser. Cette image qu'on a de l'accouchement, souvent, c'est résumé par « Poussez, madame, poussez !» Voilà, qu'on voit dans tous les films et tout. Or, quand on est sans péridurale, on ne nous dit pas quand pousser parce qu'on n'a pas le choix. En fait, c'est de l'ordre du réflexe. Le bébé a sa tête sur le périnée, on est dilaté et « ça pousse !» Ça pousse, on dit « ça pousse » en général, on ne dit pas « je pousse ». Et ça, quand on a une péridurale, on perd ce réflexe, on n'a pas de sensation, donc on ne sent pas si c'est le moment ou pas, s'il y a une contraction ou pas. C'est tout le principe. L'avantage d'une anesthésie, c'est qu'on ne sent pas. L'inconvénient d'une anesthésie, c'est qu'on ne sent pas. Donc, ça est vraiment directement les inconvénients des avantages. Et donc, on va faire ce qu'on appelle une poussée dirigée, c'est-à-dire qu'au moment où il y a une contraction, c'est la sage-femme qui va nous l'indiquer, qui va nous dire « poussez ». Or, on va pousser... en apnée, en coupant son souffle et donc avec ses abdominaux grands droits et en poussant notre bébé. C'est très efficace pour pousser un bébé hors de soi, mais c'est aussi assez efficace pour pousser tout le reste, tous les organes, et puis ça va de façon plus brutale parce qu'évidemment on ne sent pas, donc on risque plus de faire des déchirures, etc. en poussant de cette façon sous péridurale qu'en poussant sans péridurale avec une poussée réflexe. Et donc dans le livre, ce que j'explique, c'est comment remettre le souffle dans la poussée, c'est-à-dire éviter de pousser en apnée pour éviter de pousser avec ses abdominaux grand droit et donc éviter de se faire du mal en fait. Et donc de recréer sous anesthésie alors qu'on n'a pas de sensation ce souffle réflexe, cette poussée réflexe. Voilà, donc après il faut voir les dessins parce que expliquer au micro c'est un peu compliqué, mais voilà, ça demande un petit peu d'entraînement. Et maintenant il y a même des accessoires qui existent qui ont cette fonction-là d'aider à remettre du souffle dans la poussée. Donc c'est possible. C'est surtout ça donc c'est possible. Ouais. J'étais un peu longue peut-être, mais non, pas du tout. Mais c'est bien de se dire que c'est pas antinomique. Exactement. Péridurale et position physiologique. De toute façon, pour moi, et je sais que c'est plus simple de se dire il y a un accouchement naturel et il y a un accouchement médical ou il y a un accouchement physiologique et un accouchement. Mais pour moi, à partir du moment où il y a des gens en vie, il y a de la physiologie. Donc même une césarienne, tu vois, parce que la physiologie c'est l'étude de la vie littéralement. Donc même une césarienne peut être fait plus ou moins en respect de la physiologie. On peut faire pousser une maman césarienne, on peut l'aider à sortir son bébé. Exactement. Du ventre. Donc, il y a des très belles vidéos. C'est ça. De césarienne magnifiques. Voilà, exactement. Et moi j'ai une sage-femme qui m'a dit que son plus bel accouchement c'était un accouchement sous césarienne, parce que elle avait, je ne passe les détails, mais les accouchements sont pas des réussites ou des échecs. Il n'y a pas de naturel ou médical. Et donc même si on a une péridurale, on peut s'aider de la connaissance de la physiologie pour protéger son corps et faire naître son bébé. Est-ce que toi, tu avais clairement... Parce qu'aujourd'hui, on est en 2023, on parle beaucoup de ça, du projet de naissance, tout ça. Est-ce que toi, en 2014, tu avais un projet de naissance clair, établi, avec des choses très précises ou pas du tout ? Alors, le sujet de projet de naissance, c'est super intéressant, je trouve, parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Oui, c'est vrai. Pour certains, ça va être vraiment une liste
de choses qu'on veut et qu'on veut pas, avec des petits pictogrammes pour... Mais en fait, moi, je crois que le projet de naissance, c'est vraiment la communication, sous 3 formes. Communiquer avec soi-même. Qu'est-ce qui me fait peur ? De quoi j'aurais envie ? Quelle est l'image cliché que j'ai de ce qu'est un accouchement ? Est-ce que j'ai des peurs déjà ou est-ce que j'en ai pas ? Enfin, etc. Donc, se poser des questions sur soi. Ensuite, je pense que quand même une naissance, c'est souvent un projet de famille. Ou en tout cas, je vous conseille, si vous êtes enceinte, même si vous êtes toute seule avec votre bébé, de vous entourer de votre maman, de votre sœur, d'une copine, enfin, d'avoir quelqu'un avec qui communiquer, ne serait-ce que pour après la naissance, d'avoir quelqu'un qui sera proche de vous et de votre bébé. Donc, la deuxième phase du projet de naissance, pour moi, c'est parler avec son compagnon, on va dire, ou sa compagne, enfin, la personne qui sera là. Parce que parfois, ces peurs vont nous être communiquées, ces réticences vont nous être communiquées, donc ce sera bien d'en avoir parlé en amont. Avant, tu voudrais accoucher à la maison, mais non, t'es folle. Par exemple, c'est une conversation qu'il vaut mieux avoir avant que 2 semaines avant l'accouchement. Et puis, après, la communication avec les gens qui vont nous accompagner, l'équipe médicale, quoi. Voilà, donc moi, j'ai pas eu de projet de naissance dans le sens où j'ai pas fait une liste. Mais le simple fait d'avoir choisi une sage-femme qui me faisait un accompagnement global, c'était un projet de naissance, en fait. Je savais qu'accompagnée par elle, je n'aurais de péridurale que si ça tournait vraiment mal et que donc elle passait le relais à une équipe autre qu'elle-même. Donc je savais que j'avais fait le choix d'accoucher dans une pièce démédicalisée avec une petite lumière tamisée, que mon mec serait présent, etc. Et c'est un truc qui a cheminé pendant toute la grossesse, en fait. Mais voilà, j'ai pas fait de liste. Enfin, clairement, si j'avais eu besoin d'une péri, j'aurais demandé une péri, par exemple. Tu vois, j'aurais eu du mal, je pense, à faire une liste avec marqué « Je veux pas de péri », parce que j'en savais rien. Tu vois. Mais bon, dans l'idée, j'étais partie pour pas en avoir. Je sais pas si c'est très satisfaisant comme réponse, mais... Non, mais c'est vrai que comme tu disais, on parle beaucoup aujourd'hui de ce projet de naissance. Il y a 10 ans, plus ou moins, c'était quand même pas quelque chose de très démocratisé. Mais qu'est-ce qu'on met dans un projet de naissance ? Et je trouve que c'est... Ce que tu dis, c'est hyper important. C'est quoi mes peurs, en fait ? Et les peurs de l'autre. T'as raison aussi de mentionner ça. Parce qu'il y a, au-delà des gestes médicaux qu'on accepte ou on n'accepte pas, déjà d'être clair avec soi-même sur ce qu'on veut et ce qui nous fait peur et ce qui va déclencher des choses, c'est important. Et en fait, parfois, avant l'accouchement, on n'a même pas mis le doigt dessus. Non. Moi, je trouve que dans mon expérience sur l'accouchement à l'hôpital, on m'a jamais parlé de tout ça. Par contre, avec mon accompagnement global à la maison, nous, on a tout un cours avec ma sage-femme sur pourquoi on pourrait être transféré à l'hôpital. Et une grosse partie, c'est les blocages à cause de violences sexuelles. D'accord. Et comme ce sont des violences traumatiques qu'on peut avoir oubliées, elle nous demande, elle dit, c'est pas, je peux pas faire ce travail pour vous, c'est à vous de vous poser la question. Est-ce que vous en avez eu ? Est-ce qu'il y a des choses qui remontent ? Est-ce que vous avez besoin d'en parler avec votre compagne ou votre compagnon ? Parce qu'elle dit, de mon expérience, ça bloque l'ouverture d'un col. Ouais. Et clairement, on le sait, l'accouchement est très lié à ces problématiques de violence sexuelle. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas du tout. Ouais. Oui, l'accouchement c'est sexuel, c'est le titre d'un de mes chapitres. Mais oui, la peur et puis le fait que la communication soit, que vous sentiez, qu'on se sente entendu, ça fait partie du projet de naissance, je trouve. Pour moi, le projet de naissance, c'est vraiment parler, conscientiser ce qui est important pour nous, en parler autour de nous. Par exemple, si on est dans une maternité ou quand on nous dit j'aimerais essayer de me passer de péridurale, comme ça avec le conditionnel et essayer, et qu'on nous dit oui, enfin bon. Ouais. Vous verrez, hein. Enfin, et qu'on sent que, voilà, en gros, on nous dit vous êtes bien gentille, ma petite dame, mais j'en ai un peu rien à foutre parce que moi, je sais mieux que vous. Déjà, c'est mauvais signe, je trouve. Et je trouve, alors le problème, c'est qu'on a de moins en moins le choix hein, sur le nombre de maternités qui existent, etc. Mais enfin, clairement, par exemple, j'entendais Anna Roy qui disait ça une fois en interview. Elle disait un établissement où si vous allez demander quelle est votre politique par rapport à l'épisiotomie, donc l'épisiotomie, c'est sectionner le périnée pour faire passer le bébé. Si les gens vous répondent ah non, alors nous vraiment, on le limite au maximum, on le fait qu'en cas d'extrême urgence, voilà notre taux de manière complètement transparente et tout. Bon ben voilà, ça aide à la confiance par exemple. Elle disait aussi, en revanche, si on vous dit ou de manière vague, oui bon, vous savez, on sait ce qu'on fait, ou qu'on vous écoute pas ou quoi, elle disait, faut pas hésiter en fait à chercher à changer de maternité parce que c'est quand même un moment important de votre vie et c'est à vous de décider ce qui va se passer, quoi qu'il arrive, quoi.
C'est vrai. Bon, malheureusement, parfois on n'a pas le choix de la maternité. C'est un des gros problèmes aussi en France. Bon, dernière question. Si tu devais résumer ce que peut être un accouchement de manière positive, ce qui n'écarte pas le fait qu'il y a des accouchements qui peuvent mal se passer, tout ça. Mais si on veut changer le regard sur l'accouchement, qu'est-ce que ça représente pour toi, un accouchement ? Ah, bah pour moi, c'est un acte d'amour énorme. Pour moi, l'antinomie de la peur, c'est l'amour, en fait. Tu vois ? Donc, c'est beau. Pour moi, mais ça paraît un peu cucu dit comme ça, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on appelait ça un heureux événement quand même, la naissance. Et pour moi, ça l'est, clairement, ça l'a été les 2 fois que j'ai donné naissance. Et je crois que ça l'est quand même pour beaucoup de femmes. Enfin, tu vois, on n'a pas envie... bien sûr qu'il y a du ressentiment chez certaines femmes qui ont vécu un accouchement traumatique et qui disent « Ouais, alors celles qui trouvent que vraiment c'est le plus beau jour de leur vie, on a envie de se foutre de leur gueule, quoi, parce que... » Mais c'est pas elles qu'il faut condamner, c'est ceux qui ont rendu l'accouchement traumatique. Tu vois, c'est pas celles qui ont vécu un bel accouchement. Moi, je trouve ça bien de se dire que c'est possible de vivre un bel accouchement, que c'est vraiment... Dans le monde plein de peur et d'incertitude, c'est peut-être inconscient, diront certains, mais moi je trouve que c'est un truc d'amour énorme, quoi, de se dire, voilà, on a confiance en la vie, on a toujours fait comme ça, donner la vie, créer des liens entre les gens, enfin, c'est ce qui nous rend... c'est ce qui nous rend humains, qui fait que moi je trouve que ça paraît super mièvre, je me rends compte. mais voilà, pour moi, voir l'accouchement d'une jolie façon, ce serait le voir comme un acte d'amour, quoi. T'es encore shootée à l'ocytocine 10 ans. Ouais, je crois que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Tu peux nous donner la recette parce que je pense que ça sauverait le monde. Non, mais je suis pas tout le temps comme ça. C'est peut-être toi qui as cet effet sur moi. Non, je suis pas tout le temps comme ça, mais voilà. Donc oui, l'inverse de la peur, c'est l'amour. On pourra retenir ça. Et que donner la vie, ça peut être un magnifique moment. Et mettons les lunettes de la confiance sur notre nez et donnons les lunettes de la confiance au personnel médical autour de nous et ça aidera tout le monde. Voilà, la prochaine fois je viendrai en interview avec le chat qui m'accompagne dans la BD, il est beaucoup plus cynique que moi. Oui, mais au moins... Ça permet de rééquilibrer les choses. Ça reste un animal, comme ça il reste un peu plus long, tu vois. Merci beaucoup Lucille d'avoir partagé tout ton savoir. De rien, beaucoup. C'était Lucille Gomez, autrice et illustratrice de BD. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. D'ailleurs, d'après Spotify, la matrescence fait partie des 1% de podcasts dans le monde les plus partagés via WhatsApp notamment. Alors, un très grand merci. Si vous cherchez un épisode, rendez-vous sur www.lamatrescence.fr. Et si vous voulez aider ce podcast à grandir, rendez-vous sur Patreon, www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Allez, à la semaine prochaine, prenez soin de vous.